Donc, bonjour à tous et une fois de plus, merci de nous honorer de votre présence. Je suis Monsieur Francky Bounan, directeur de la gestion chez Harvest Asset Management et je suis accompagné de Monsieur Denis Zifac, analyste économique et gérant taux chez Harvest Asset Management. Donc, Denis, tu peux dire bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci une fois de plus de nous retrouver à ce rendez-vous trimestriel. Un rendez-vous auquel nous abordons un peu comment est-ce que le marché s'est comporté, tout en passant par une revue de la situation macroéconomique. Francky, merci beaucoup pour la parole et j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes de tous nos milliers d'intervenants. Merci. Donc, comme Denis l'a dit, c'est un rendez-vous qui se veut trimestriel. Le thème qui a été, en tout cas, on a jugé bon de partager avec vous, c'est de faire le bilan du semestre 1 sur le marché des capitaux de la CEMAC et puis de jeter un œil prospectif, donc en termes de perspective sur le semestre 2 de l'année. Donc, en termes de sommaire, nous allons commencer par un contexte. Puis, on aura la conjoncture économique qui a prévalu en CEMAC sur le semestre 1 de l'année. Puis, on fera un bilan et des perspectives sur le marché des capitaux qui est segmenté en deux parties, donc le marché des titres publics et le marché financier. Et on terminera par voilà, une brève présentation de Harvest Asset Management. Donc, j'espère que nous sommes audibles et que vous nous entendez bien. Et sans plus tarder, nous allons débuter par le contexte. Donc, on va dire que le premier semestre de l'année a été caractérisé globalement par une décélération de l'inflation et une résilience économique mondiale, ce qui a poussé justement les banques centrales euh, à, à réduire leur taux. On a la Fed qui a maintenu, par exemple, ses taux à 4,5, la BCE qui a effectué 3 baisses de taux sur le premier semestre pour un total de 100 points de base. Donc, le taux directeur culmine aujourd'hui à 3,15%. On a les perspectives économiques à mi-parcours de la Banque mondiale qui ont été revues justement à la baisse de 40 points de base. Donc, il faut noter que donc 40 points de base, c'est-à-dire 2,3% contre 2,7% dans le dernier rapport, précédent rapport de la Banque mondiale. Il faut noter que la Banque mondiale a à l'occasion revu à la baisse les perspectives de croissance d'à peu près 70% des pays dans le monde, avec en grande partie en tête de liste les États-Unis, la Chine et l'Europe. On attend aujourd'hui la mise à jour des données macroéconomiques du FMI. Il faut noter que le précédent rapport était celui d'Outlook d'avril, donc ça nous apportera un peu plus de visibilité par rapport à ce qui à 2025, je veux dire. On note également que le pétrole est resté sous pression. À cause des tensions géopolitiques, c'est-à-dire notamment au Moyen-Orient et en Ukraine, la reprise de la production pétrolière par les pays de l'OPEP+ et en Amérique du Nord ont rendu en tout cas l'offre incertaine durant la période sous revue. La demande, néanmoins, est restée en bonne voie avec la reprise de la croissance chinoise à 5,2% au Q2 et la reprise économique mondiale qui sera tirée par la driving season, donc la saison des récoltes. Ce vendredi, 1er août, marquera l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane au niveau des États-Unis. Bon,
on pense que ça aura un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. D'autant plus que toute l'année, on va dire depuis le début d'année, les chaînes d'approvisionnement mondial et même les perspectives macroéconomiques dans le monde sont essentiellement aujourd'hui perturbées par les nouveaux droits de douane, justement, que M. Donald Trump compte instaurer et qui sont négociés justement par les différents pays depuis le début d'année. En CEMAC, on attend notamment 2 élections présidentielles au Cameroun. L'élection est prévue en octobre prochain et l'élection présidentielle également RCA. D'ailleurs, ce matin, on a enregistré que le président actuel a posé sa candidature pour sa réélection. Donc, ça va être on va dire des événements politiques que nous allons suivre avec attention parce que justement, ça aura probablement un impact sur les prévisions macroéconomiques de nos États, de ces 2 États sur l'année à venir. On a également deux élections législatives qui sont prévues, notamment en Guinée équatoriale et au Gabon. Lors du dernier comité de politique monétaire, on a noté, de la Banque centrale, on a noté un repli de l'activité économique, et une désinflation qui a été projetée à 2,8%. On projette en tout cas d'ici la fin d'année une nouvelle baisse des taux de 50 points de base après celle de mars, ce qui aura un impact justement sur le marché des capitaux d'ici la fin d'année. Donc, cette conférence, comme on l'a dit, va nous permettre de retracer le premier semestre de l'année et de se projeter sur le semestre à venir en passant par l'analyse du marché des capitaux CEMAC et de la situation macroéconomique. Donc, nous allons commencer par la situation macroéconomique, justement. Et Denis, justement, après le comité de politique monétaire de la Banque centrale, on a noté que la croissance a été revue à la baisse. Mais on va dire intrinsèquement, qu'est-ce qui peut expliquer cette revue justement à la baisse par la Banque centrale de la richesse en CEMAC? Merci Francky pour la parole. Francky, comme tu l'as bien rappelé, lors du comité de politique monétaire de la BEAC tenu le 30 juin dernier, la Banque centrale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone CEMAC, pour ce qui concerne 2025 à 2,4%. Et comme là, si bien, puisque s'il faut regarder la croissance, il faut regarder souvent les 2 optiques. Alors, nous avons essayé un peu de regarder ce qui s'est passé tant du côté de l'offre que de la demande, afin de regarder ce qui peut nous attendre sur le moyen terme. En effet, nous avons constaté que la contraction du secteur pétrolier en CEMAC, nous allons mieux le passer en revue tout à l'heure, est la principale explication de la révision à la baisse des prévisions de la croissance de la zone CEMAC. Et au regard des perspectives à venir qui s'annoncent beaucoup plus avec la reprise de la production tant en Guinée équatoriale, tel que nous allons le voir un peu plus bas, et surtout le cas du Tchad, la Banque centrale prévoit quand même que cette croissance repartira à la hausse, bien qu'elle restera beaucoup plus stagnante autour de 3,6 dans les années 2027 et 2028. À côté de ça, le principal levier, tout comme par le passé, reste le secteur non pétrolier. Nous parlons comme ça beaucoup plus du secteur minier. Il reste le principal moteur de la croissance en la zone CEMAC et qui restera toujours positif, expliquant allant jusqu'à 4,6 points jusqu'en 2028. Quant au secteur pétrolier, comme nous l'avons si bien dit, il continuera de rester en contraction, tirant beaucoup plus la croissance vers le bas. Pour ce qui est du côté de la demande,
Il faut noter que la croissance de la zone CEMAC restera beaucoup plus tirée par la demande intérieure, à savoir les dépenses de consommation et, d'investissement. Quant à ce qui est des exportations nettes, bien qu'ils pourront contribuer positivement à la croissance en 2025, il n'en est pas le cas pour ce qui concerne le moyen terme. En 2025, de 2026 jusqu'en 2028, le secteur des exportations nettes tireront toujours la croissance de la CEMAC vers le bas. Pour ce qui est des perspectives au Francky, il faut noter que si on prend de façon un peu détaillée tous les pays de la zone CEMAC, on voit que pendant que certains pays vont beaucoup plus tirer cet effet observé au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la sous-région, cette tendance vue au niveau de la sous-région, il y en a d'autres qui vont s'aligner en sens inverse. Il s'agit notamment de la Guinée équatoriale, qui continuera de subir cette forte contraction de son activité économique sur le secteur pétrolier et que aujourd'hui, du fait du vieillissement des puits pétroliers et de la tendance des prix sur le marché international qui n'est pas toujours reluisante, la Guinée équatoriale restera en récession pour ce qui est du moyen terme. Elle commencera avec une récession un peu plus moindre en 2025 qui va s'aggraver en 2026. À côté, nous avons le Tchad qui restera sur une bonne tendance, bien qu'elle pourra s'affaiblir autour des années 2027. Le Cameroun, par exemple, restera sur une bonne tendance de la croissance, bien qu'étant très peu élevé sur le terme avec des parts allant tout simplement de 3,5, bien qu'il y aura une contraction en 2025. Mais sur le moyen terme, elle ne va pas croître aussi vite, tel que le cas du Congo, qui connaîtra une croissance beaucoup plus accélérée. Ceci, il faut le noter, nous le verrons plus tard. C'est beaucoup plus tiré par le secteur gazier, qui sera vraiment le principal levier de la croissance pour ce qui concerne le Congo-Brazzaville. À côté, nous avons aussi le Gabon, qu'avec, malgré la baisse de la production pétrolière, les réformes sont quand même en place et pourront expliquer une bonne tendance de la croissance économique au Gabon pour ce qui concerne le moyen terme. Donc, en CEMAC, voilà, on peut noter globalement une résilience qui est attendue de la croissance. Quasiment tous les États sont orientés on va dire, vers le vert. Et on note, comme tu as dit, la Guinée équatoriale qui va entrer qui est entrée en récession. Mais sur les années à venir, une situation qui va en s'améliorant. Le second élément qui est souvent pris en compte par la banque centrale pour pouvoir justement ajuster sa politique monétaire en dehors de la croissance, c'est justement l'inflation. Comment est-ce que s'est comportée justement l'inflation et c'est quoi l'impact justement de cette voilà, comment elle s'est comportée. On a noté tout à l'heure qu'elle a été revue à la baisse. Justement, par pays, comment ça s'est comporté et est-ce que justement ces deux effets combinés, inflation et croissance, justement, justifient, on va dire ça, la décision de la Banque centrale? Merci Francky, merci pour ce qui est de l'inflation, comme tu l'as si bien dit, nous savons que d'abord lors du premier comité de politique monétaire de l'année 2025, comme nous l'avons d'abord prévu, nous l'avons projeté depuis décembre dernier, qui devait avoir une baisse de taux. Nous l'avons quand même rappelé lors du tout premier point webinaire que nous avons tenu. On insistait beaucoup plus sur cette position, ce qui s'est concrétisé en mars dernier. Et cela a été, tel que nous pouvons voir, après le pic d'inflation atteint par presque tous les États de la CEMAC, tel que vous pouvez voir selon les données collectées auprès des INS locaux en février ou de février 2023, la tendance de l'inflation en zone CEMAC est restée beaucoup plus baissière pour tous les pays de la zone CEMAC pris globalement. Mais à côté de ça, il y avait quand même un effet qui a été observé de façon séparée au niveau de certains États.
Il s'agissait notamment du Cameroun, du Congo et du Tchad, qui ont vu, pendant que l'inflation pour les autres États était en baisse, l'inflation au Cameroun, au Tchad et au Congo repartait un peu plus vers le haut. Cela a été expliqué par des ajustements du prix du carburant à la pompe décidés à travers le programme qui suit avec le FMI, parce que c'était lié aux ajustements des subventions. Alors, nous pouvons quand même voir par un peu plus à droite que malgré cette évolution, il y a quand même eu une concrétisation globale au niveau de la sous-région CEMAC, où on peut voir comment l'inflation qui est passée de 6,6%, c'est-à-dire au-dessus de la norme communautaire, doublement au-dessus de la norme communautaire, qui a redoucé chemin. Et cette tendance-là, elle est beaucoup plus mondiale. Hein. Ce n'est pas spécifiquement à la zone CEMAC, elle est beaucoup plus mondiale. Et selon les dernières projections de la Banque centrale, elle table pour un taux d'inflation qui devait se concrétiser en juin à 3,5%. Et d'ailleurs, ce qui a permis une première baisse de taux, comme nous l'avons dit, en mars dernier, et un statu quo en juin. Et au regard de ces éléments, nous restons confiants que si cette tendance, puisqu'en prenant les données avancées au niveau des INS locaux, appuyées par l'INS Cameroun, et l'INS du Tchad et la Guinée équatoriale, nous avons constaté qu'en juin, tous ces États, cette tendance-là continue de s'observer, avec une inflation au Tchad qui s'est située à 2,7%, au Cameroun à 4,1%. Donc, ce qui conforte réellement notre position. Pour ce qui est des perspectives sur le moyen terme, on voit quand même que d'ici décembre, restant sur cette logique, on peut se dire que l'inflation sera vaincue en zone CEMAC. Avec un taux d'inflation projeté par la Banque centrale à 2,8%, on se dit que désormais, l'inflation sera un effet du passé et qu'on s'attendra à des assouplissements de politique monétaire en 2025 pour pouvoir concrétiser cette évolution. En regardant maintenant de façon détaillée au niveau des États, nous pouvons voir que le cas du Cameroun, qui était le principal contributeur à l'inflation sous-régionale, le graphe, ça va beaucoup plus s'estomper sur le moyen terme. Ceci est un effet dû à la dilution de l'effet de la hausse des prix du carburant à la pompe décidée par le Cameroun en 2023 et 2024. On voit que cet effet doit s'estomper dans les années à venir. Pour ce qui est du Tchad, il y aura une baisse. Mais avec l'arrivée et la nouvelle revue conclue entre le Tchad et le FMI, il y a quand même de fortes chances qu'on se retrouve à une reprise de l'inflation dans les prochaines années. Sinon, globalement, au niveau de tous les États de la CEMAC, on s'attendra à ce que l'inflation reste sur sa dynamique sur cette dynamique baissière jusqu'en 2020. Donc, effectivement, ces deux effets combinés ont poussé la Banque centrale, bon, pas que ces deux effets d'ailleurs, mais sont les majeurs, ont poussé la Banque centrale justement à maintenir ses taux directeurs lors du dernier comité de politique monétaire. Il y a un autre élément qui est suivi par la Banque centrale, justement, qui sont les réserves de change. Et d'ailleurs, même les partenaires étrangers et investisseurs étrangers suivent justement avec attention l'évolution de nos réserves de change, tout simplement parce que voilà, les États de la zone qui s'endettent à l'extérieur se basent justement dessus pour pouvoir régler leurs dettes. L'idée, c'est de savoir comment s'est comporté justement ces réserves de change sur le premier semestre et est-ce que justement ces réserves sont projetées dans le bon sens sur les années à venir? Bon, Francky, merci. C'est quand même que pour ce qui est des réserves de change, ça a toujours fait l'objet d'un grand débat. Et nous nous rappelons l'année dernière, une période où il y avait une floraison des articles qui disaient d'évaluation du franc CFA, d'évaluation du franc CFA du niveau des réserves de change.
Du coup, nous prenons toujours la peine de retracer comment est-ce que ce niveau de réserve de change, comment est-ce que se porte. Il faut quand même noter que bien il y a des projections à la baisse en 2025 pour ce qui est de la zone CEMAC pris globalement, globalement. Alors, il faut quand même noter qu'ils resteront, et le niveau de réserve d'échange en CEMAC restera beaucoup plus, euh, restera à la hausse. Et cette tendance haussière est expliquée par plusieurs facteurs. Parce que le cas 2025, comme nous avons quand même trouvé des éléments qui peuvent expliquer cette tendance. À côté de la baisse de la production pétrolière en CEMAC suivie de la baisse du prix, il faut quand même noter qu'il y a un fait. La fin des programmes du FMI est un facteur clé qui contribue à cette baisse des prévisions des réserves de change. Il y a le Cameroun qui, bien qu'il restera une autre partie de la facilité de résilience qui restera en cours jusqu'en 2027, pour noter quand même que le programme de facilité élargie de crédit et du mécanisme de crédit prendront fin en 2025. Il en est de même pour le Congo. À côté, la RCA en a bénéficié, mais c'est par un volume conséquent comme les autres. Il y a le Gabon qui est vivement attendu d'ici la fin d'année. Si ça se concrétise, on s'attendra beaucoup plus à un niveau de réserve de change, puisque le Tchad a déjà été conclu. D'ailleurs, ils ont eu un décaissement la semaine dernière. Et que si ça continue sur cette dynamique, on verra le niveau de réserve de change de la CEMAC beaucoup plus amélioré. Et ceci sera porté principalement par la reprise de la production pétrolière projetée dans les États producteurs de la zone CEMAC et bien évidemment ces programmes du FMI. À côté, il faut noter que le cas, si on essaie de désagréger au niveau des États, on peut constater qu'il y a deux cas qui s'apparaissent beaucoup plus frappants. Il s'agit notamment du Congo et du Gabon, qui présentent les niveaux de réserve d'échange très très faibles pour l'instant, notamment autour de deux mois d'importation des biens et services, ce qui est notamment très faible. A contrario, on peut retrouver la RCA qui se trouve avec des niveaux de réserve d'échange très, très confortables. D'ailleurs, nous avons vu un article où le gouverneur de la Banque centrale se rapprochait de l'État centrafricain pour qu'il essaie un peu de partager sa stratégie dans l'optimisation des réserves d'échange au niveau sous-régional. Donc, il faut quand même noter que le cas de la RCA est beaucoup plus expliqué par la hausse de la production aurifère en RCA que nous allons voir par la suite. Il y a plus que doublé en 2025 et corrélé avec le prix de l'once sur le marché international. On peut s'attendre à voir ce volume plutôt considérable de réserves de change pour ce qui est de la République centrafricaine. Okay. Donc, effectivement, là, on constate que les réserves de change sont projetées à la hausse sur le moyen terme. Donc, elles sont projetées en légère baisse sur l'année en cours. Mais d'ici 2028, en tout cas, on passera le seuil des 5 mois d'importation, ce qui est effectivement une bonne chose. Et pris individuellement, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais effectivement, la RCA, en termes de réserve de change, tire globalement la CEMAC, suivie par le Cameroun, justement. Donc, réserve de change, inflation, croissance. Il y a un quatrième élément qu'on n'a pas encore regardé et qui, justement, pour les investisseurs, est d'ailleurs le plus important, c'est justement la dette. On sait qu'il y a certains États qui avaient des niveaux de dette encore élevés. Comment est-ce que, justement, ces États-là, comment le profil d'endettement de ces États est projeté justement sur les années à venir. Je pense qu'on parlait notamment il y avait notamment le Gabon récemment et le Congo qui affichaient justement des niveaux de dette plus élevés que les autres. Donc, comment est-ce que justement ces États se comportent sur l'année en cours
en termes de dette et surtout en termes de perspective sur le moyen terme. D'accord, Francky. Pour ce qui est de l'endettement, comme tu l'as si bien rappelé, c'est un sujet qui est très stressant au niveau de nos États. Et vu de l'extérieur, on a souvent tendance à nous dire, bon, voilà, il y a un vrai risque, il y a un vrai sujet d'endettement pour ce qui est de la zone CEMAC. Bon, ces observateurs n'ont pas tort parce que nous pouvons voir qu'ici, bien que la tendance d'endettement de la zone CEMAC, elle est baissière, il faut noter, elle est noter. Et tu as si bien fait de rappeler le cas du Gabon et du Congo. Le Gabon a retrouvé le Congo avec un taux d'endettement qui était projeté au-dessus de la norme communautaire en 2023 et que nous pouvons voir que selon les dernières données de la Banque centrale, cette tendance-là, puisque on disait que c'était la dette cachée, cette tendance-là s'améliore au fil du temps, puisque bien que le Gabon se trouve toujours avec une dette considérable, la tendance reste beaucoup plus caissière. Il reste beaucoup plus le Congo qui présentera un taux d'endettement qui restera au-dessus de la norme communautaire en 2025-2026, mais au-delà, tous les États de la zone CEMAC se trouveront avec un taux d'endettement en dessous du seuil communautaire. Mais si on s'en tient à cette situation d'endettement, c'est-à-dire le stock, on peut se dire, bon voilà, il y a une bonne chose. Mais pourtant, il y a un vrai sujet à côté, qui est le sujet du service de la dette. C'est-à-dire la capacité des États de la CEMAC à honorer de par leurs ressources propres cette dette. Et à ce niveau, on voit que le tableau n'est pas si reluisant. Pourquoi? Parce qu'on se trouve avec un service d'endettement, c'est-à-dire la dette publique, le stock de la dette par rapport aux ressources propres de l'État, qui oscille autour de 40%. C'est-à-dire que les États de la CEMAC continueront à consacrer à peu près 40% de leurs recettes pour le service de la dette uniquement. À côté de ça, nous avons d'autres services prioritaires qui sont les investissements sociaux, nous avons la santé, nous avons l'éducation qui seront en baisse. Si on consacre à peu près 40% des recettes propres au service de la dette, ce qui reste un vrai sujet à ce niveau. Et si on essaie un peu de regarder de façon désagrégée au niveau des États, il faut noter quand même que nous avons, le cas de la LCA est plus frappant parce qu'il s'agit ici de la dette extérieure. Nous avons vu précédemment que la LCA se trouvait avec un niveau de réserve de change qui était largement au-dessus de tous les États de la zone CEMAC. Mais on constate que pour ce qui est de la situation d'endettement, elle est beaucoup plus critique que les autres États si on regarde uniquement la dette extérieure. Parce que le service de la dette extérieure de la LCA reste largement au-dessus de 200% des recettes propres de l'État, ce qui est un vrai sujet à ce niveau. Bien qu'à côté, les autres États, en prenant la dette globale, puisque nous n'avons pas eu la donnée sur la dette globale de la LCA par rapport aux recettes publiques, c'est pour cette raison que nous avons juste affiché ce cas. Donc, pour les autres États, ça aussi autour de 20 ans, ce qui reste toujours au-dessus des 20% recommandés par le FMI. Donc, ce qui présente clairement les sujets sur lesquels nous, côté marché, on ne cesse d'attirer l'attention des États à ce niveau. Comment créer de la dette, mais tenez compte de la soutenabilité de cette dette, puisque elle nous cause vraiment du tort, s'il faut se dire comme ça. Merci. Bon, situation, donc voilà, la dette qui s'améliore sur les années à venir, mais il y a, on va dire, une attention que les États doivent avoir sur justement le niveau du ratio du service de la dette par rapport aux recettes publiques, ce qui est effectivement un indicateur qu'on suit déjà, depuis un moment. Et ce qui est quand même important, c'est qu'on note quand même que cet indicateur-là s'améliore sur le moyen terme, ce qui est effectivement une bonne chose, même si on reste à des niveaux élevés pour les États comme la RCA. D'ici 2028, ce niveau-là sera divisé par 2.
voilà, globalement un peu par 2 sur 4 ans. Ça dénote quand même que les réformes, en tout cas qui sont menées au niveau de nos États, sont projetées, en tout cas, à avoir des fruits sur le moyen terme. En tout cas, la dette a un corollaire ou alors a une implication globalement sur la perception. Donc, pas que la dette, la croissance, l'inflation et également la dette a une implication sur la perception justement de nos États par les investisseurs. Et aujourd'hui, globalement, les investisseurs se basent, surtout étrangers, on va dire, se basent justement sur la notation de nos États pour avoir une idée de leur solvabilité. Bon, mais avant d'y arriver, quand même, on tient quand même à... On a présenté la dette, on a présenté les recettes, on a noté que la production pétrolière était euh, projetée en baisse et que justement, le gaz, justement, tu en as parlé, devait être un élément qui va devoir soutenir la croissance sur les années. Sachant que nos États sont essentiellement producteurs de pétrole, il est quand même important de faire un point dessus pour savoir globalement cette baisse de la production sera tirée par quel État et dans quelle proportion est-ce que le gaz naturel et tu en as parlé aussi, la production aurifère va devoir soutenir la croissance sur les années à venir. Ok, merci. Merci. Il faut quand même noter que, tel que nous avons vu, et que tu l'as si bien rappelé, l'effet de la baisse de la production pétrolière de la zone CEMA sur la croissance économique, c'est réel. Et que nous avons les données devant nous. La production pétrolière de la sous-région CEMA se situera à peu près à 38 millions de tonnes. Ce qui présente un niveau le plus bas depuis 2012. Donc, ce qui est un vrai sujet, il faut noter. Mais si on essaie de regarder quels sont les États qui sont les plus impactés, il s'agit clairement du Cameroun. Cameroun, la production pétrolière est projetée au niveau le plus bas à 2,8 millions de tonnes. Il y a le Congo et le Gabon, il y a une légère hausse, mais la tendance linéaire elle reste beaucoup plus globale. Il en est aussi du cas de la Guinée équatoriale. La production ne cesse de baisser. D'ailleurs, entre 2020 et 2025, les projections 2025, elle doit doit baisser de presque de la moitié. En partant de 7 millions à peu près à 3,7 millions, ce qui est un vrai sujet. Et pour ce qui est du Tchad, nous voyons que la tendance est identique dans presque tous les États de la CEMAC, parce que même s'il y a des petites augmentations, elles restent minimes par rapport à la tendance il y a bien longtemps. Et si on prend compte de la tendance mondiale aujourd'hui, avec la baisse du prix sur le marché international, la baisse du prix sur le marché international, la reprise de la production de l'OPEC+, de même que la reprise de la production projetée par Donald Trump, on se dit que bon, la CEMAC aura à faire, les pays producteurs de la zone CEMAC auront à faire, puisque vous avez la production qui est en baisse à votre niveau. Vous avez le prix sur le marché international qui est projeté à la baisse du fait de l'abondance de l'eau face à une demande qui ne répond pas clairement. Donc, on voit qu'on aura vraiment, les États de la CEMAC auront vraiment à faire et qui interpelle ici le sujet de la diversification de nos économies. Ça reste un vrai sujet qui réapparaît devant nous face à une telle problématique. À côté, nous voyons quand même le secteur gazier. Nous parlons ici du GNL, gaz naturel liquéfié, qui restera toujours lui aussi en baisse. Mais il y avait des États qui se sont beaucoup plus, le cas du Congo, tel que nous avons signalé un peu plus tôt, qui reste le plus grand producteur de gaz GNL. La Guinée équatoriale, autant pour moi, qui reste le plus grand producteur du gaz GNL en zone CEMAC. Il faut quand même noter que, à côté de ça, nous avons essayé de regarder la situation de la production aurifère
Parce que si les réserves de change ont explosé, il faut noter quand même que la production d'or en CEMA, ça constitue à peu près 5,5% du poids dans le calcul des réserves de change de la zone CEMA. Et ici, nous avons regardé que pour ce qui est de 2025, la production va plutôt exploser. Et elle est beaucoup plus tirée par la RCA. Le Gabon, ça restera légèrement à la hausse, mais le plus grand part reste celui de la RCA qui partira d'à peu près 700 000 kilos, à peu près 6 000 kg, plus de 6 000 kg d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un peu ça, Franck. Donc, effectivement, il était vraiment important de faire un point sur la production pétrolière, vu que, comme on l'a dit, on le sait, nos États sont producteurs la plupart de nos États dépendent justement de cette matière première euh, pour, euh, pour leurs recettes. Et d'ailleurs, tu l'as dit également, ça interroge sur justement la diversification de nos économies. Certaines, je pense tous sont engagés dans ce projet. Et il faudrait que sur les années à venir, on soit de plus en plus moins dépendant de cette matière première-là et de l'évolution des cours sur le marché international. Donc, après cela, l'idée, c'est il faudrait, on fait un point sur justement la solvabilité de nos États. Comme on l'a dit, les investisseurs, globalement, n'ayant pas le temps, parfois, de regarder tous les agrégats de nos États, se tournent vers les agences justement de notation et d'ailleurs même l'État aussi pour pouvoir donner une idée fidèle, une image fidèle de la santé de son économie. Certains États se font justement noter. On note quand même qu'aujourd'hui, la plupart de nos États, on a 4 sur 6 sont sous notation des agences internationales. Il y en a une autre, une cinquième, je pense, c'est la Guinée équatoriale. La RCA, autant pour moi, qui est notée par Bloomfield. Euh, mais voilà, du point de vue des agences internationales, comment est-ce que justement la solvabilité de nos États est perçue? Comment est-ce qu'elle a évolué sur le premier semestre? Merci, Francky. Pour ce qui est de la solvabilité, elle est une conséquence de tout ce que nous avons essayé de mettre en avant précédemment, c'est-à-dire la situation macro, une croissance bien que euh, projetée à la baisse, une inflation en baisse, un sujet d'endettement toujours préoccupant, la situation des réserves d'échange en baisse, pour ce qui est 2025, bien qu'avec des bonnes perspectives sur le moyen terme. Mais au niveau de la solvabilité des États, il y a clairement un grand travail à faire toujours à ce niveau, parce qu'on peut regarder que pour ce qui est du Cameroun, pour tout ce qui était du premier semestre, les agences de notation ont maintenu les notes du Cameroun. Une note n'a été revue à la hausse. Et il faut quand même noter que tous ces États restent dans la catégorie spéculative, très spéculative en fait. Donc, ce qui traduit quand même un effort que nos États doivent fournir pour ce qui est pour ce qui est de leur solvabilité. À côté, nous avons le Congo qui reste sous la même tendance. Il faut rappeler quand même, la dernière note, c'était celle de S&P, apparue la semaine dernière, qui était toujours un maintien. Le cas du Gabon continue d'être sanctionné par les agences de notation, il faut qu'on le dise. Le Gabon continue de voir sa note abaissée par les agences de notation telles Moody's et Fitch. Ça a été le cas observé au premier semestre. Pour ce qui est du Tchad, qui a eu ses notes inaugurales en fin d'année dernière, ont vu toutes les deux agences de notation maintenir leurs notes. Il faut quand même noter que celle de S&P, nous attendons toujours la mise à jour. Mais nous avons préféré la garder. Fitch a maintenu la note, mais S&P, nous attendons la mise à jour. Pour ce qui est de nos attentes, nous restons, on a essayé un peu de partager notre avis pour ce qui sera du prochain semestre en disant, voilà,
On peut s'attendre à un relèvement de la note du Gabon et celle du Tchad selon les revues qui vont apparaître d'ici la fin du troisième trimestre. Mais pour ce qui est du Cameroun, l'élection présidentielle et les autres agrégats macro qui ne sont pas très, très reluisants feront en sorte que la note, au meilleur des cas, restera maintenue. Sauf s'il y a un cas de différence où on peut se retrouver à une baisse de la note. Et il en est de même pour le cas du Congo. Enfin, c'est un peu ce que nous pouvons dire pour ce qui est de la solvabilité des États de la semaine. Merci. Donc, on termine justement l'analyse macroéconomique justement de la CEMAC par les événements de risque justement à surveiller sur l'année. Bon, on l'a dit au début, 2025 au Cameroun, c'est l'élection présidentielle, pareil que en RCA. Donc, c'est effectivement des éléments qu'on va surveiller avec une très, très grande attention. Le Gabon, la RCA également, élections législatives. Guinée équatoriale, la Chambre des représentants et le Sénat. On a deux comités de politique monétaire à venir encore, celui de septembre et celui de décembre. Donc, ce sont des événements qu'on suit justement parce que ça a un impact sur la politique monétaire. La dépréciation du dollar et de l'euro qu'on suit, vu que nos États on mène des échanges avec l'extérieur. La baisse de la production et le prix du gaz. Justement, c'est effectivement aussi des éléments qu'on va continuer de suivre, vu que on va dire à moyen terme, nos États seront encore dépendants de ces matières premières. Et l'évolution de la situation géopolitique en Ukraine, au Moyen-Orient, Taïwan et au Soudan. Donc, là, on a terminé avec la partie macroéconomique et on va entamer justement l'évolution de notre marché des capitaux, en commençant par le marché financier justement. L'idée, c'est de savoir globalement comment est-ce que s'est comporté le marché financier, notamment son compartiment obligataire et justement son compartiment action. Pour ce qui est du marché financier, la plaque boursière, la BVMA, on peut quand même noter que sur le premier semestre, on y est tout bien, il faut préciser quand même, on a essayé un peu de rapprocher de peur de perdre certaines données qui ont été mises à jour sur le début du mois de juillet. On peut quand même noter que pendant que le marché obligataire, lui, est resté en baisse, lié notamment aux amortissements des titres cotés, il n'y avait pas assez d'entrées pour pouvoir soutenir une bonne dynamique du marché obligataire. Le marché action, sur le début du mois de juillet, a connu une hausse d'à peu près 4,6%. Et que nous pouvons voir que l'indice qui avait entamé une phase longuement baissière depuis son lancement en 2023 a connu pour la toute première fois une hausse considérable le vendredi dernier, dû à l'appréciation de la valeur Socapal de 10% en une séance de cotation. Il faut quand même noter que d'autres valeurs, notamment SCMC, qui a pris d'à peu près 6,4% et qui se situe aujourd'hui à 50 000. Il y a Safacam qui a pris légèrement à 0,76%. À côté, nous pouvons noter SCGR qui a pris durant le premier semestre de 2,38%. Pour ce qui est des introductions à venir, nous attendons sur le compartiment obligataire l'emprunt obligataire d'Alios Finance qui a été lancé et que la période de souscription, ça coûte toujours. Maintenant, il y a l'entrée sur le compartiment action de la BGFI Holding qui devait lever à travers l'élargissement de son capital 125 milliards, mais l'opération a été reportée. Nous avons quand même pris la peine de le rappeler. Donc, effectivement, bon, je crois que ça c'est l'information qui est une opération d'ailleurs qui était, sans on se permet de le dire, peut-être la plus attendue de l'année et qui a été reportée, on va dire, je pense le communiqué est sorti hier. Et justement, le groupe, en fait, signale simplement qu'il y a un actionnaire qui
qui a attaqué la décision d'introduction en bourse en justice, en notant que justement la décision en tout cas d'introduction en bourse qui fait suite à la nomination du PDG du groupe à la tête de ministre au Gabon. C'était un peu hâtif et qu'il fallait que le groupe, en tout cas, passe par une phase de stabilisation avant de faire cette introduction. Bon, on va suivre l'évolution de cette situation et on espère en tout cas qu'elle sera résolue et que l'opération se fasse avant la fin de l'année. Qu'en est-il justement des transactions justement sur le marché? On note très souvent que notre marché n'est pas liquide. Est-ce que le premier semestre a été, on va dire, réduisant en termes de transactions sur le marché? C'est une très bonne question. Quand nous avons pensé le faire parce que lorsqu'on essayait un peu de regarder comment est-ce que le marché des actions se comportent, on se posait beaucoup de questions. Quel est le véritable souci? Et il ressort clairement qu'il y a un problème. Nous pouvons le résumer à un problème d'éducation financière parce que à ce niveau, il y a très peu face à une demande, certaines valeurs, des, des agents économiques qui cherchent à céder les titres, notamment SCGV qui a été longuement vendu, mais en face, il n'y avait pas de gens qui étaient intéressés. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de gens qui cherchent à acquérir ces actions. C'est que, bon, on peut se dire, nous avons tiré à notre niveau des leçons que c'est le principal levier à activer à ce niveau sur la problématique d'éducation financière de masse. Parce que ceux qui détiennent pour l'instant ces actions, les détiennent comme si c'était des titres obligataires, c'est-à-dire à Edge Maturity, mais s'il faut détenir jusqu'à maturité, bon, la maturité d'une action sera quand? C'est là où on interpelle. Sinon, on peut constater que ce soit pour toutes ces valeurs, l'offre a été toujours au-dessus de la demande et cela peut expliquer le comportement dont nous avons vu l'indice précédemment avoir, c'est-à-dire rester sur une tendance beaucoup plus spéciale. Mais on anticipe quand même, hein, on anticipe que la mouvance de l'entrée de la BGFI Holding pouvait quand même traduire un autre effet sur ce marché à travers le fait que les gens connaissant la BGFI beaucoup plus pourront s'intéresser à cette place boursière et qu'on pourrait se retrouver avec des effets qui pourront être contraires à ce que nous avons vu. Bon, bon, comme tu l'as dit, effectivement, nous aussi, on ressentait justement cet engouement-là des investisseurs qui appelaient pour demander quand est-ce que l'opération devait se faire. Donc, effectivement, on a le sentiment que de plus en plus, avec les efforts faits par les autorités de marché, par la bourse elle-même, il y a des réformes qui ont été faites au niveau de la bourse, plus de communication, les acteurs qui communiquent de plus en plus justement sur ce marché. On a le sentiment que l'éducation financière commence à passer, mais voilà, il faut que ces efforts-là soient maintenus pour que sur le marché, justement, ça puisse se traduire avec plus de transactions. Vu que le slide le montre très clairement, on a vraiment un déphasage entre l'offre et la demande. Donc, là, on a terminé avec le marché financier. L'autre compartiment sur le marché des titres publics, justement, qui, depuis le lancement, est en hausse. Est-ce que cette tendance est maintenue justement sur le premier semestre de l'année? La tendance se pérennise, hein. La tendance se pérennise. L'encours ne cesse de croître. L'encours ne cesse de croître. On se trouve aujourd'hui avec un encours du marché par rapport au PIB de la sous-région qui est autour de 11,4%. Nous étions comme ça en fin mai, ce qui est un vrai effort contrairement à peu près 2% dans les années 2018. Nous se dit que la sous-région fait son pas sur le marché.
Et le seul sujet ici que nous allons soulever, c'est au niveau de la liquidité, c'est-à-dire euh, euh, le, le rapprochement de cet emploi, en fait. On a dit qu'il y a de la dette sur le marché qui oscille autour de 8 600 milliards en fin mai, mais on constate que plus de la moitié de cette dette est consacrée sur les très court terme. Donc, c'est-à-dire les prochaines années, les États seront appelés à rembourser, payer les intérêts, ce qui cause un vrai sujet que nous avons commencé dès la partie macroéconomique à soulever un peu plus en haut, le sujet d'endettement, le service de la dette. Il reste un vrai sujet pour nos États parce que, bon, en face de nous, on va toujours revenir sur cette problématique d'éducation financière. Il faudra qu'on accompagne nos États. Il faudra qu'eux aussi, ils aient des réformes qui doivent leur permettre d'émettre sur très long terme, d'aller sur 10 ans et voire même plus. Parce que si on constate que le stock de la dette, on voit qu'il est beaucoup plus concentré sur la période 2025 jusqu'à 2029. Et au-delà de ça, très peu de pays arrivent à ce niveau. Donc, ce qui pose un réel sujet, s'il faut lever de la dette, là, comme ça, pour le moyen terme, elle risque de causer un problème de soutenabilité parce que ça ne va pas permettre aux États d'investir sur les projets structurants et par conséquent créer de la valeur derrière. Mais nous croyons que c'est une dynamique de tous les marchés. Avec le temps, on pourra arriver à des maturités longues. Mais car cela ne tienne, il faut noter que restant sur la dynamique que nous avons vue précédemment, Francky, on peut noter que le marché continuera d'être en hausse d'ici 2028. Ça, c'est les précédentes positions de la Banque centrale. On pourra se trouver d'ici 2028 avec un taux d'endettement du marché qui pourra avoisiner les 14% du PIB de la semaine. Effectivement, le marché est de plus en enfin continue sa hausse depuis son lancement. Et on note que en CEMAC, on fait quand même des pas de géant. On avance plutôt vite. Comparé à l'UMOA, on avait fait cet exercice-là et le taux d'endettement du marché se trouvait autour de 14%. Donc, nous sommes à 11% aujourd'hui, sachant que on a tendance souvent à se comparer à l'UMOA parce que c'est un marché qui est similaire au nôtre. Donc, on pense que voilà, les efforts sont menés dans le bon sens justement pour que nos États puissent lever de plus en plus sur le marché local. Et tu l'as justement noté, il faudrait également que les profils de levée soient les plus élargis possibles, qu'il y ait des émissions longues. Et effectivement aussi que les investisseurs soient éduqués pour prendre de la dette longue parce que les États aussi se plaignent parfois en disant que quand ils veulent les mettre sur le long terme, il n'y a pas d'investisseurs qui soient là en tout cas pour les accompagner. Donc il y a effectivement ce travail-là à faire. D'ailleurs, on a noté que sur l'année, on va dire en octobre dernier, sur le premier semestre de l'année, on a eu 2 opérations. Je crois que tu l'as noté également. Tu le notes quand tu parles de concentration de la dette sur le court terme. On a eu des opérations de reprofilage de la dette du Congo et du Gabon. Et justement, il y a des discussions en cours et on pense, vu cette concentration en tout cas, que ce sont des opérations qui vont se multiplier pour les autres États justement pour pouvoir lisser le profil de remboursement des États. Donc là, l'évolution du marché monétaire, il y a d'autres éléments qu'on suit sur le marché monétaire qui est l'évolution des taux. Notamment, c'est qu'on a trois États qui publient leur coupe de taux, le Cameroun, le Gabon et le Congo. Comment est-ce que justement ces taux ont évolué sur le premier semestre au regard justement de la situation macroéconomique, au regard de la solvabilité de nos États? Voilà, quel est l'impact que ces décisions-là ont eu sur l'évolution justement des taux? D'accord. Et cela si bien rappelé, il faut noter que pour ce qui est du Cameroun, on voit que durant les 4 premiers mois de l'année, le Cameroun continue à subir sur le marché, en fait. C'est-à-dire le coût de lever des ressources du Cameroun sur le marché ne cesse de croître.
cesse de croître sur lequel que nous pouvons le voir. Il est bien vrai, selon nos projections, nous nous attendons à ce que cette eau soit en baisse, mais qui pourra ressembler beaucoup plus à une situation de renversement de la courbe des taux, c'est-à-dire que l'État pourra se retrouver à des taux élevés à court terme, et beaucoup plus à long terme, les taux pourront se renverser. Mais ceci reste lié au fait que nous avons vu un peu plus précédemment la solvabilité de l'État qui n'est pas aussi reluisante. Nous avons la situation, la croissance qui croît, mais avec un pas un peu plus faible contrairement à d'autres États classement. L'inflation, bien qu'il sera en baisse, mais le taux de levée des ressources du Cameroun continue d'augmenter. Pour ce qui est du Gabon, il reste, ce comportement reste presque similaire parce que le Gabon se trouve toujours à lever les ressources sur le marché à des taux élevés. Et la tendance pourra, selon nos projections, se prélever d'ici décembre 2025. Mais contrairement au cas du Congo, on se retrouve avec un affaissement de la courbe. Et ceci est un volet beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus technique, c'est lié beaucoup plus à l'absence de l'État sur certaines maturités, notamment les maturités au-delà de 5 ans, sur la période. Parce que lorsque, sur un mois, vous ne les mettez pas sur ces maturités-là, alors la construction de la courbe impose à faire un rapprochement à travers les données antérieures. Du coup, on n'a pas un réel impact de cette situation. Mais la courbe future du Congo annonce une reprise à la hausse des coûts élevés des ressources du Gabon sur presque toutes les maturités futures. Merci. D'accord. Donc là, on a partagé justement avec vous à la fois la situation macroéconomique et l'analyse justement du marché financier, du marché des capitaux, justement en passant par son compartiment marché financier et marché des titres publics. On va simplement terminer par justement une petite revue de Harvest Asset Management. Donc, société 100%, on insiste sur notre indépendance. Justement, on est pionnier et leader de la gestion d'actifs en CEMAC. Il y a une petite coquille, le capital est d'1 milliard pour environ 20 employés aujourd'hui. On a passé la barre des 410 milliards à fin mai dernier. Et on pense, en tout cas, ça représentait, on avait des parts de marché d'environ 40% à fin décembre 2024. Nous avons une gamme de produits aujourd'hui qui a été complétée récemment par un fonds diversifié qu'on a lancé. Donc aujourd'hui, on couvre toutes les gammes de produits des fonds communs de placement sur le marché. Donc ça nous fera 8 fonds communs de placement qui seront en commercialisation, dont un qui est dédié à la Banque centrale. Donc aujourd'hui, vraiment, notre gamme de produits permet justement de satisfaire aux besoins d'investissement de tous nos clients. Comme on l'a dit, on est le leader de la gestion d'actifs en CEMAC. Ça nous a valu des distinctions, justement, en tant que meilleur société de gestion de portefeuille et meilleur asset manager de l'année en 2022. Bon, ce qu'il faut retenir de cette conférence, de ce webinaire, c'est globalement le contexte macroéconomique. On a une résilience de la croissance économique tirée par le secteur non pétrolier. On a une baisse des pressions inflationnistes et une amélioration des réserves de change, notamment tirées par la RCA. On a une production pétro-gazière au plus bas depuis plus de 10 ans, ce qui n'est pas effectivement une situation réluisante. Sur le marché des capitaux, on a la dégradation et le maintien des notations financières de nos États, pour certains qui sont prévus à moyen terme. Les rendements obligataires resteront toujours élevés, comme on l'a vu,
globalement, sur les États, comme on a présenté dans les coupes des taux, les coupes des taux seront en hausse sur le moyen terme, sauf celle du Cameroun qui est projetée en baisse. Et vu au regard de cette situation, l'allocation optimale de portefeuille que nous conseillons justement aux investisseurs, c'est de pouvoir choisir les obligations à risque faible et maîtrisé, tenir compte des événements politiques à venir dans l'allocation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a noté que sur le court terme, l'État du Cameroun émettra à court terme à des taux élevés parce que justement, étant en année électorale, voilà, les investisseurs tiennent compte de cette incertitude-là pour pouvoir, ils se disent, bon, si je veux prendre la dette à court terme, il faudrait une prime de risque. Ainsi, nous conseillons une allocation, on va dire, de 85% obligataire, de 15% action. 15% action, comme on l'a dit, on a constaté quand même que le marché action, bien que il n'y ait pas tant de transactions que ça, c'est un marché qui se porte plutôt bien. Intrinsèquement, les sociétés se portent bien et sur le court moyen terme, on note qu'il y a des introductions à venir qui sont prévues, notamment celle du groupe BGF Holding. Sur ce, nous vous remercions pour votre attention et nous allons rester ouverts pour vos différentes questions. Donc, merci. Donc, on nous fait signe qu'il y a déjà une question qui a été posée. Est-ce qu'une personne en zone UMOA peut investir à Harvest? Bon, effectivement, c'est possible d'investir dans l'un de nos produits. Étant en UMOA ou partout dans le monde, il suffit de nous contacter. On vous donnera la procédure à suivre pour pouvoir le faire. Donc, si vous pouvez simplement nous laisser votre adresse email, on pourra vous contacter. Bon, je pense d'ailleurs, si vous êtes inscrite, c'est que au webinaire, c'est qu'on doit l'avoir. On pourra vous contacter plus tard pour vous, justement, pour partager avec vous la procédure à suivre. Mais surtout, voilà, prendre en compte, échanger avec vous sur votre projet d'investissement. Et ceci pour pouvoir pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de ce projet-là. OK. Une deuxième question, Monsieur Asako. Lorsqu'on parle d'obligations à des pays à risque faible et maîtrisé, il s'agit de quel pays en CEMAC? Parce que tous nos États semblent assez incertains pour cette année, en tout cas. Bon, effectivement, avant peut-être de passer la parole à Denis pour compléter, c'est vrai que quand on a présenté le slide des notations financières, on a noté que tous nos États sont en zone spéculative, effectivement. Mais il faut dire que si on se compare aux États qui sont triple A, effectivement, on va dire que nous sommes, le risque est élevé. Mais étant dans notre zone, quand même, on peut classer nos États par niveau de risque. Justement, quand on classe nos États en niveau de risque, il y a, c'est historiquement le Cameroun qui vient en première position. On note quand même, quand vous avez parlé pour l'année en cours, étant donné qu'on a justement la situation de risque politique, et il y a effectivement un risque, mais l'idée, c'est de pouvoir, par rapport au classement de nos États, en termes de niveau de risque, de choisir des États qui entrent qui vous donnent en tout cas un certain confort.
on va pas vous dire que, on n'a pas de prétention à dire que on sait ce qui va se passer pendant les élections présidentielles à venir, mais de façon macroéconomique, voilà, le Cameroun, en termes de perspective, comme on l'a présenté d'ailleurs, que ce soit sur la croissance, que ce soit sur l'inflation, et pas que le Cameroun d'ailleurs, présente des agrégats macroéconomiques en tout cas solides, Denis. Oui, Francky. Juste pour compléter, lorsque nous, juste pour compléter, tu l'as vraiment répondu clairement. Bon, à ce niveau, nous, au niveau de notre stratégie, à travers nos comités d'investissement, nous tenons en compte tous ces facteurs de risque. Donc, c'est-à-dire le risque politique, la stabilité macro, la solvabilité des États. Nous essayons de tenir compte de ces facteurs-là de nos allocations. Donc, du coup, vous demandez à un investisseur, personne physique qui souhaite aller, s'il le veut, directement sur le marché, de tenir compte de ces des pays à risque faible et maîtrisé. C'est maintenant à vous, votre appétit au risque pourra bien vous orienter à ce niveau. Sinon, si vous avez du mal à le faire, c'est clairement notre job. On essaie dans notre stratégie, on essaie de juger ensemble comment est-ce que, quels peuvent être l'impact des événements à venir, tant géopolitiques que macroéconomiques, en l'intégrant sur notre allocation sur le trimestre qui suit. Si vous suivez vraiment nos pages, en août 2023, après l'événement qui avait eu lieu, nous étions l'un des plus premiers à alerter sur les marchés en disant aux investisseurs, n'ayez pas peur, il n'y aura rien. Et ceci, c'est intégrer tous ces facteurs-là que nous analysons au quotidien pour savoir qu'est-ce qui peut être comme un élément jugé risquant face à tel événement qui vient et réajuster notre stratégie en fonction de cela. Donc, c'est un peu plus dans ce sens. Je crois que la réponse est un peu claire. Voilà. Donc, comme on l'a dit, Denis l'a également dit, la première partie, justement, était consacrée à l'analyse macroéconomique. Vous pouvez vous baser sur les données qui ont été présentées, justement, pour construire votre confort en termes d'investissement, en tout cas en termes de classement des États par niveau de risque. La notation financière, autant pour moi, peut également vous aider à prendre une décision. Certains agents, en tout cas les agences qui ont été présentées, S&P, Fitch et Moody's, font justement ce classement-là et en tout cas, font cette notation. Et chaque note correspond à un niveau dans une grille. Donc, vous pouvez également vous baser dessus pour effectuer justement, pour choisir en tout cas les États sur lesquels vous pouvez investir. Mais vous devez tenir compte de tous ces agrégats macroéconomiques, de l'évolution de la dette, des facteurs politiques également, pour pouvoir justement décider. Maintenant, si, comme il a dit, vous avez du mal à prendre une décision, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner dans la construction de votre portefeuille via, en général, soit par des conseils purement ou alors via des mandats de gestion. Ou alors, vous pouvez souscrire justement dans un produit dans lequel il y a une stratégie d'investissement qui est définie. Il y a un gestionnaire qui prend en compte tous ces événements-là pour ajuster la stratégie d'investissement du fonds. Une autre question. Est-ce qu'on peut en dire plus sur le fonds dédié à la Banque centrale, produit offert rendement? Bon, comme on l'a dit, c'est un fonds qui est dédié, donc il n'est pas ouvert à tous les souscripteurs. Il faut être employé de la Banque centrale ou en tout cas une entité autorisée par la Banque centrale pour pouvoir souscrire à ce produit-là. Voilà, mais c'est un fonds commun de placement dédié qui est de catégorie obligataire. Les niveaux de rendement sont aujourd'hui en CEMAC, on parle de minimum 5,5. C'est un fonds qui existe depuis 2 ans déjà et qui suit son cours.
Voilà, on a une question par rapport au fonds actions. Qu'est-ce qui explique que la sous-performance des actions Socapal et Safacam? Je pense que, comme vous avez dit, peut-être on n'a pas répondu, on n'a pas encore répondu à la question, mais néanmoins, comme vous l'avez vu dans le graphe d'évolution de l'indice, effectivement, on a eu au courant du premier semestre des actions Socapam et Safacam qui étaient en baisse, exclusivement expliqué par le fait qu'il y a des investisseurs qui veulent se séparer de ces actions-là. Deuxième élément, il faut noter que les volumes de transactions, comme ça a été présenté, ne sont pas élevés. Donc, de façon fondamentale, ces deux entreprises qui d'ailleurs ont distribué ont prévu de distribuer des dividendes pour les exercices 2024, voilà, sur le mois de juillet. Donc, fondamentalement, ce sont des entreprises qui se portent bien, avec des résultats positifs et des dividendes qui sont annoncés. Mais sur le marché, justement, on note qu'il y a certains investisseurs qui, parce qu'ils ont besoin de liquidité, voilà, décident de liquider leurs actions. Le deuxième élément qu'on voulait mettre ici en lumière, c'est que les volumes de transactions ne sont pas véritablement élevés. Denis a parlé de Safacam qui a pris, Socapal autant pour moi, qui a pris 10% vendredi dernier. On parle d'un volume de transactions de 16 millions. Donc, c'est lié un peu à notre marché, mais pour revenir au fonds action que nous gérons, justement, cette hausse de l'action Socapal va entraîner, devrait entraîner une reprise à la hausse de la valeur liquidative du fonds action. Ceci s'il n'y a pas de baisse à venir sur les journées de cours à venir. Donc, vraiment, le comportement aujourd'hui des actions sur notre marché reste un peu décorrélé par rapport à, on va dire, à l'évolution en tout cas, la santé de l'entreprise elle-même. Là, on a deux entreprises qui se portent bien, mais sur le semestre, on a vraiment subi des baisses de cours qui sont, comme on le dit, simplement liées au fait qu'il y a certains investisseurs qui veulent se séparer de ces actions-là. Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'éducation financière pour qu'il y ait plus de transactions, justement pour que voilà, des situations de baisse soient compensées par des situations de hausse, expliquées par le fait que les investisseurs croient à la bonne santé de l'entreprise. Donc, on a une autre préoccupation. Oh, d'accord. Non, c'est bien noté pour l'heure. Effectivement, pour les prochaines fois, on notera l'heure du Cameroun. En tout cas, on mettra l'heure en GMT pour que vous qui êtes à l'étranger, que vous ayez une meilleure coordination pour vous connecter. On a une autre question sur la gestion des actifs islamiques. Aujourd'hui, bon, j'ose croire que la question est un peu globale et n'est pas forcément liée à nous, à Harvest Asset Management. Si on doit répondre à la question, il faut dire que le cadre réglementaire de la COSUMAF prévoit désormais des émissions, par exemple, de soukouk, qui sont des produits, qui sont des actifs islamiques. Il faudrait que certains États puissent émettre justement ce type d'instruments. Mais à date, à ma connaissance, aucun acteur ne gère d'actifs islamiques. Mais on pense que sur les années à venir, c'est ce qui va se faire. À nous et moi, c'est largement répandu. Notre ancien règlement général du marché ne prévoyait pas ce type d'actifs. Il le prévoit désormais. Donc, il va de soi que l'avenir est plutôt reluisant en termes d'actifs nouveaux qu'on aura sur le marché. On note quand même que ce ne sont pas les seuls actifs
qu'il y aura de nouveau en tout cas. Il y a des fonds communs de titrisation qui sont prévus, il y a des fonds communs de capital risque, il y a des OPCI qui sont prévus. Et d'ailleurs, on a un acteur en CEMAC qui propose déjà ce type de produit, des fonds immobiliers. Donc, le nouveau règlement, tous les acteurs en tout cas vont se baser sur ce nouveau règlement pour émettre de nouveaux actifs dans le futur. En dehors du groupe BGFI, y a-t-il d'autres entrées en bourse prévues pour cette année au Cameroun ou dans d'autres pays de la CEMAC? Bon, il faut dire qu'on avait des annonces qui étaient données, notamment on attendait sur 2025, on attendait des introductions comme les ADC qui étaient prévues. On n'a pas de nouvelles depuis un moment. Il y a l'introduction en bourse de la banque CBC qui était également prévue, pour lequel on n'a pas de timing. Vraiment, en termes de timing qui était effectivement prévu et confirmé sur 2025, c'est le groupe BGFI. Avec ce report, on ne vous cache pas, on a un peu de mal en termes de visibilité, justement, sur 2025. On attend de voir ce qui va se passer, mais globalement, il y avait à peu près 17 entreprises qui devaient venir en bourse. Chaque État avait donné une liste d'à peu près 4-5 entreprises. Ces entreprises-là sont en train de travailler avec des sociétés de bourse, justement, en vue d'une introduction en bourse sur les années à venir. Mais, comme on le rappelle, le timing n'est pas encore clair. Donc, on est un peu tributaire du travail qui sera effectué par les sociétés de bourse en termes d'accompagnement de ces entreprises-là. Et on pense qu'une fois que ces sociétés seront prêtes, on aura un calendrier clair en termes d'introduction en bourse, que ce soit d'ici la fin de l'année ou alors sur les années à venir. Question dans le OK. UL. Je suis là. Ouais. Vas-y, alors. Il dit quel peut être l'impact du report d'entrée en bourse de BGFI sur le marché de capitaux. Bon, s'il faut mesurer l'impact, nous dirons que bon, la seule chose, c'est que ce qu'on a apprécié initialement, c'est la communication qui a eu lieu dessus. Ça traduit clairement la transparence qu'exige le marché financier, c'est-à-dire que lorsque vous établissez un calendrier que vous devez aller en bourse et qu'il y a un blocus, qu'il y ait une communication, ce qui a été fait. Il y avait de l'engouement parce que BGFI, la holding entrait avec à peu près 125 milliards qui devait porter le flottant à peu près à plus de 180 milliards. Donc, c'est une valeur considérable qui devait entrer en bourse, ça devait beaucoup plus booster. Mais pour ce qui est de l'impact, nous ne pouvons pas mesurer, parler d'un impact négatif. Le marché ne va pas réagir négativement du fait de ce retard d'entrée. Ça n'a pas été annulé, ça a été retardé pour un processus. Donc, une fois que le conflit sera réglé, je suis sûr que la procédure suivra donc son cours et que on attendait, c'est-à-dire une forte dynamique du marché. On l'observera toujours une fois que la holding BGFI entrera en bourse. Donc, pour ce qui est de l'impact, il n'y a pas un réel impact négatif qu'on aura, puisque ça a juste été reporté et ça n'a pas été annulé. Même si ça a été annulé, le marché fonctionnera toujours. Le marché fonctionnera toujours. Donc, à notre niveau, on ne voit pas un grand risque pour ce qui est de ce report. Tous ceux qui étaient prêts à acquérir les actions BGFI Holding, ils doivent toujours attendre pour ne pas annuler la décision qu'ils ont prise déjà, pour juste qu'ils restent à la tête. Et nous, on y reviendra, on a encore un prochain rendez-vous d'ici septembre. On apportera, si d'ici là,
ce n'est pas encore fait. Nous apporterons encore à notre rendez-vous habituel d'autres informations qui nous seront parvenues dans ce sens. Merci. Juste pour compléter, hein, effectivement, en termes d'impact, on pense que sur le marché, comme Denis l'a dit, l'impact qui était déjà un peu, qu'on ressentait déjà, qu'on percevait déjà, c'est un impact positif. On pense quand même que les investisseurs, ceux qui étaient prêts à acquérir ces actions-là, sont un peu déçus parce que voilà, l'opération était prévue pour le 31 juillet de l'année. Ils s'apprêtaient là tout de suite à pouvoir acquérir ces actions-là. On comprend que voilà, l'engouement va peut-être un peu baisser, mais on pense que ça a notamment eu le mérite de pouvoir mobiliser une certaine classe d'investisseurs qui auparavant ne s'intéressaient pas au marché boursier de la CEMAC. Donc, ça les a permis de se rapprocher justement des acteurs, se poser des questions par rapport à cette introduction en bourse à venir, se renseigner, échanger. Et comme Denis l'a dit, l'opération n'est pas annulée, elle a simplement été reportée. On pense que c'est une bonne chose que le groupe ait justement communiqué à temps. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie sur le marché financier parce que le marché rime avec transparence. Et une fois que ce litige ou ce conflit en interne sera réglé, il y aura un prochain communiqué justement du groupe par rapport à la date justement de l'introduction en bourse à venir. Donc, on invite ces investisseurs-là à rester confiants et rester calmes. C'est une opération qui va se faire, le groupe l'avait déjà décidé. Donc là, il y a juste un conflit qui doit être réglé. À défaut, il y a des produits court terme dans lesquels vous pouvez placer en attendant que justement l'introduction en bourse soit prononcée. Vous pouvez souscrire dans un produit court terme. Il y a des fonds communs de placement à court terme qu'on appelle des fonds communs de placement monétaire. On en a deux en portefeuille. Vous pouvez souscrire dans un fonds commun de placement monétaire et dès que l'opération est justement prononcée, si l'idée c'est de pouvoir détenir des titres pour vous en direct, alors vous faites un rachat dans ce produit-là pour pouvoir souscrire justement en direct sur ce fonds action. À défaut, on fait partie de l'une des rares sociétés, comme on l'a dit, qui a une gamme assez variée de produits. On a également un fonds action qui est investi sur les actions en bourse. Il n'y a pas que l'action BGFI. On espère en tout cas que cet engouement-là a poussé certains aussi à regarder les autres actions qui sont cotées à la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale et de se rendre compte peut-être que voilà, il y a d'autres actions qui se portent bien, d'autres entreprises qui se portent bien et sur lesquelles justement ces investisseurs-là peuvent faire des plus-values en investissant soit en direct sur ces actions, soit indirectement via des fonds communs de placement actions qui justement ont une stratégie pour pouvoir protéger votre investissement dans la mesure du possible, parce que, comme on l'a dit, un placement action, on n'est pas à l'abri des baisses sur le marché, mais le professionnel qui est le gestionnaire d'actifs a pour rôle justement de faire les meilleurs choix d'investissement et de désinvestir lorsque elle se trouve dans une situation où la société ne se porte pas bien ou alors que le cours est en train de drastiquement baisser. Une dernière question qu'on prend, est-ce que Harvest envisage de prendre des positions sur les marchés de change à l'avenir? C'est bien de le noter, le nouveau règlement général également le prévoit, justement des produits dérivés et même qui sont prévus dans le règlement de la COSUMAF. Donc, ces nouveaux actifs-là, effectivement, sont prévus et les sociétés de gestion peuvent
à condition que ce soit précisé dans le dossier d'agrément des produits, prendre des positions sur ce type d'actifs. On pense que dans l'avenir, pas que nous, les sociétés de gestion globalement, iront sur ces actifs-là, mais on est confronté aujourd'hui, et c'est bien que vous ayez dit à l'avenir, par le fait que, voilà, par manque on va dire, d'éducation financière, on a déjà du mal à vendre des produits actions obligataires. On pense qu'avec la communication qui est faite, l'éducation qui est faite, les clients seront, euh, on va dire, de plus en plus habitués et de plus en plus informés sur comment fonctionnent ces produits. Mais néanmoins, on n'est pas fermé à l'idée de complexifier justement la gestion en introduisant ce type d'actifs-là pour pouvoir tirer la performance de nos différents fonds vers le haut. Donc, je vous en prie. Sur ce, on vous remercie une fois de plus pour votre temps. On espère que ces 1h30 passées avec nous ont été enrichissantes pour vous. On va se permettre de vous envoyer le document de présentation. Comme vous êtes inscrit via le lien, on a, je pense, vos adresses. On vous enverra le document de présentation par mail incessamment avant la fin de la journée. On se donne rendez-vous en octobre prochain, justement à la fin du trimestre 3, pour faire un point sur le trimestre, le T3 et se projeter sur le T4 en tenant compte on va dire, de l'évolution macroéconomique. On a dit, on a le outlook du FMI qui sort ce jour. On a le comité de politique monétaire de la Banque centrale qui va se tenir en septembre prochain. Donc, on tiendra compte de ces évolutions-là pour mettre à jour nos perspectives et on partagera ces données avec vous. Donc, merci. On vous souhaite une bonne fin de journée et on se donne rendez-vous en octobre prochain.